Et bonjour, je suis revenu pour la deuxième vidéo dans cette série. Et je vais vous expliquer un petit truc dans cette vidéo sur la voyage entrepreneurial, si tu veux. Et aussi les types des entrepreneurs et les types différents des entreprises entrepreneuriales. Et puis je vais parler un peu sur l'expérience de l'entrepreneur et s'il y a un rapport entre les expériences et le succès entrepreneurial. Bon, le voyage entrepreneurial. Le problème avec l'entrepreneuriat et les entrepreneurs, c'est qu'il est très difficile de quantifier le voyage comme quelque chose qui pourrait être mesuré avec le temps chronologique. Le temps chronologique, ça veut dire le temps qu'on peut mesurer avec une montre, par exemple. Par exemple, vous êtes dans un cours pendant 3 heures ou vous n'êtes pas en cours pendant 3 heures. Par contre, il y a une autre façon de mesurer le temps. Ça s'appelle le temps chirologique. Chirologique, c'est un temps qualitatif, c'est un temps subjectif et c'est lié aux expériences et aux processus. Je vais vous donner un exemple pour clarifier. Imaginez que vous êtes entouré par la glace. Vous êtes gelé pendant 100 ans. Quand la glace est fondue, vous allez remarquer qu'il y avait 100 ans qui a passé autour de toi, mais pour toi, 100 ans n'est pas encore passé. Donc, pour vous, le temps est posé et resté tranquille pendant que pour le reste des gens, tout a changé beaucoup. Bon, ça c'est un exemple de le temps chirologique versus le temps chronologique. Un autre exemple qui était très intéressant, je viens de lire un article il y a quelques semaines, je suppose, et ça expliquait que le temps chronologique n'est qu'une construction humaine. Ça veut dire que au niveau microbiologique et au niveau de la cosmos, le temps chronologique n'existe pas. La seule temps qui compte, c'est le temps qui passe selon les processus. C'est profond, n'est-ce pas? Bon. Mais quel rapport est-ce qu'il y a tout ça avec l'entrepreneuriat? Ça veut dire que souvent pendant quand on est lycéen, collégien, on a une idée entrepreneuriale, mais voilà, il faut faire la formation, et on n'a jamais eu le temps de développer cette idée, mais quand on devient une quarantaine d'années, on revisite cette idée des années du lycée, du collège, etc. Donc, est-ce qu'on peut dire que vraiment cette personne était un entrepreneur pendant 20 ans, même si on a laissé cette idée entrepreneuriale? Par le schéma chronologique, on peut dire oui. Mais est-ce que ça marche vraiment? Non, plutôt au niveau de chirologique, non. On a une idée pendant la jeunesse, on a laissé l'idée et puis on est revenu pour faire le planning quand on est devenu plus âgé. Donc, ça c'est la différence entre chirologique et chronologique. Donc, c'est-à-dire que le voyage entrepreneurial est plutôt lié avec le temps chirologique que chronologique. Bon. Il y a plusieurs types d'entrepreneurs et des entreprises entrepreneuriales. Mon favori, c'est ex nihilo. Ex nihilo, ça vient du latin. Et une note pour vous, si un jour vous souhaitez publier dans les meilleurs journaux académiques, il faut dire les choses qui peuvent être exprimées très simples en anglais, mais il faut dire la même chose soit en latin, soit en grec ancien, soit en allemand ou soit en français. Et ça donne une espèce de sophistication, si tu veux. Bon. Ex nihilo, c'est le latin, ça veut dire ça devient de nulle part. C'est complètement nouveau. Et au niveau de l'entrepreneuriat, ça veut dire que quelqu'un a une idée, on dit wow, d'où vient cette idée? C'est bizarre ça, j'aurais jamais pensé à ça. C'est nouveau, ça m'étonne.
Oui, normalement, il y a un précédent pour toutes les idées, voilà. Mais quand ça choque et ça change, ça c'est ex nihilo. Bon, il y a corporate et organisation, entrepreneuriat corporate et organisationnel, pardon. L'entrepreneuriat dans les corporations, ça veut dire que le chef d'une firme, le PDG, il dit aux employés, aux salariés de être des entrepreneurs, mais pour le bénéfice de l'organisation. Il y en a plusieurs exemples. Souvent, il y a les grandes entreprises à Silicon Valley qui disent aux employés, voilà, vous avez 10% de votre temps, 15%, pour développer vos propres idées. Ça, c'est entrepreneuriat dans les corporations. Souvent, il y a aussi les organisations, les ethnocraties ou les organisations holographiques. Et voilà, ça veut dire qu'on prend des gens et on les force à bouger dans un autre endroit complètement différent avec les autres gens de l'organisation et on travaille sur un problème particulier et quand le problème est résolu, on fait et on revient aux tâches précédentes. Okay? Donc on a vraiment résolu le problème dans une petite période de temps et on revient aux anciens à travailler. Et ça, c'est aussi exemple très intéressant sur la dichotomie entre temps chirologique et chronologique. Ça veut dire que sans une ethnocratie ou une organisation holographique, que une certaine tâche peut durer pendant des mois, des années de temps en temps, car on a plein de choses d'à côté qu'il faut résoudre immédiatement. Donc on laisse ces autres tâches un peu à côté. Mais quand on travaille uniquement sur une seule tâche, on peut, en 3, 4, 5 jours, on peut résoudre un problème qui normalement, avec les systèmes normalement bureaucratiques, ne peuvent être jamais résolus peut-être. Donc c'est très important ça. Entrepreneuriat organisationnel, c'est l'inverse. Ça veut dire que peut-être on pense que le chef est un peu dodo, si tu veux. Dodo, c'est en anglais, j'ai oublié ça. Ça veut dire quelque chose de différent en français. Je donne mes excuses. Peut-être le chef est bête et je crois qu'il y avait quelqu'un dans le coin. Voilà. Que le chef est bête et les employés au niveau normalement très bas, au niveau, pensent aux idées différemment et créer, changer un peu les tâches, les procédures pour idéalement bénéficier la corporation, mais de temps en temps, ça bénéficier uniquement eux-mêmes. Il y a un exemple assez connu aux États-Unis. Il y avait une entreprise qui disait, si vous avez une idée qui est bon, ça veut dire que si votre collègue dit oui, c'est une bonne idée, vous pouvez recevoir un bonus de $500. Bon, il y avait deux collègues qui étaient des amis et ils faisaient un jeu de créer les idées bêtes et signer là-dessus pour recevoir le bonus de $500. Bon, ça c'est entrepreneuriat organisationnel. Et un cousin de ces genres d'entrepreneuriat dans les organisations qui existent toujours, c'est entrepreneuriat dans les services publics. Ça veut dire qu'un fonctionnaire peut interpréter une régulation dans une façon assez nouvelle pour mieux servir le public. Moi aussi, j'ai fait de la recherche dans ce chemin. Il y a aussi entrepreneuriat social. Ça veut dire que les autres entreprises dans l'économie en largesse et le gouvernement a fait un échec. Ils ont raté à servir une section de la population. Ils n'ont pas bien fait le travail pour eux et on peut utiliser les méthodes entrepreneuriales pour créer une organisation qui a un but social. Il y a des très bons exemples aux États-Unis, par exemple avec l'Église. Souvent, les églises ont des entreprises dedans et leur but exprès, c'est de réhabiliter les gens, peut-être les gens qui étaient en prison, quelque chose comme ça. Ou également pour donner des travails
aux gens très pauvres que normalement les business n'embauchent pas ou que le gouvernement donne un manque de soutien entre eux. Donc, il y a des gens qui font ce genre d'entreprise pour leur aider. Il y a aussi les entreprises basées dans la communauté. C'est un cousin de cet entrepreneuriat social. Ça veut dire que de temps en temps, c'est la ville, c'est la communauté qui est l'entrepreneur. Il y a des exemples là-dessus, surtout en Amérique du Sud, où le gouvernement peut être un peu faible. Il y a les trafiquants qui sont très dangereux et qui menacent les villages. Donc les villages sont devenus les entrepreneurs pour financer la protection ou pour financer les entreprises, pour aider eux-mêmes, pour augmenter le commerce ou même pour protéger leur culture. Ça existe. Il y a entrepreneuriat technologique. C'est la vision qu'on a aux États-Unis sur les entrepreneurs. Ça veut dire que le mec qui est dans le garage avec la famille, qui dit voilà, moi aussi, je vais faire mon propre application, un nouveau logiciel, une nouvelle technologie qui va changer le monde. Yeah! Et ça, c'est entrepreneuriat technique. Il y a aussi entrepreneuriat d'habitude. Ça veut dire les gens qui sont addictés à faire une entreprise jusqu'à un autre. Il y a beaucoup d'exemples avec des amis que je connais. Par exemple, j'ai une amie, elle a commencé, elle avait un restaurant, et puis il a été un chef de projet pour les maisons de vacances, et puis elle a changé à le consulting, et puis elle est revenue au restaurant, et maintenant elle a une entreprise de logistique. Donc, ce sont des entreprises. Oh, elle avait aussi une laverie, j'ai oublié, elle avait une laverie il y a assez longtemps. Donc, ce sont des entreprises qui sont différentes, mais elle a exploré l'opportunité, elle a complètement exploité l'opportunité. Quand l'opportunité est finie, et elle s'en va pour créer une autre entreprise. Et aussi l'entrepreneuriat de la famille. Ça veut dire une entreprise gérée par une famille. Les exemples les plus connus, c'est par exemple, les restaurants, avec par exemple un père ou une mère qui est chef de cuisine et toute la famille travaille dedans. Mais ce n'est pas uniquement les entreprises dans la restauration. Il y a les hôtels, tous ce genre de petites entreprises avec une famille dedans. Et mon favori personnel, il y a entrepreneuriat narratif. Entrepreneuriat narratif veut dire que un entrepreneur change les idées d'identité ou change les rapports entre les gens. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a créé une nouvelle entreprise. Et j'ai 3 exemples qui sont assez forts pour illustrer mon point. Prenons Jésus, par exemple. Jésus, je ne crois pas, mais je crois que Jésus n'a pas fondé une entreprise. Mais il a changé la façon dont les gens se voyaient dans le monde. Il a créé des nouveaux identités, une nouvelle foi, si tu veux. Martin Luther King Jr., c'est un autre exemple. Et lui, non plus, n'a pas fait une entreprise, mais il a changé les idées sur les droits humains aux États-Unis. Mais tu peux prendre aussi un exemple comme Mark Zuckerberg qui a fondé Facebook et il a changé la façon dans laquelle les gens font la communication. Par exemple, quand j'étais plus jeune, on va dans la bar pour parler aux gens. On regardait à gauche, on regardait à droite. Et qu'est-ce qu'on fait? On parlait, on dit des bêtises, n'importe quoi. Mais on parlait. Maintenant, aux États-Unis, quand je vais dans la bar, je regarde à droite, à gauche. Ah, c'est terrible ça, à mon avis. Une autre question sur l'entrepreneuriat, c'est est-ce que l'expertise est importante ou pas? Et expertise ou expérience, si tu veux. Les résultats de la recherche empirique ne sont pas clairs. Pourquoi pas? Imagine, et surtout quand j'ai fait le consulting, j'ai remarqué ça. Il y a souvent les gens, oui, je connais tous ça mieux que le patron,
je vais faire mon propre entrepreneuriat et je vais réussir. Ce n'est pas toujours le cas. Et pensons pourquoi. Les opportunités, c'est très difficile à généraliser. Ce qui marche dans un contexte, peut-être ne marche pas dans un autre contexte. C'est difficile ça. En plus, souvent tu as une meilleure idée et tu veux fondre ton propre entreprise, mais personne ne te connaît pas. Qui es-tu? Pourquoi est-ce que je vais acheter les choses de toi comme une nouvelle entreprise au lieu d'acheter ton patron qui était un peu bête et qui t'a forcé à fonder ton nouvelle entreprise? Donc, c'est un peu difficile. En plus, il y a des gens qui n'ont aucune expertise dans un chemin et ils sont une réussite. Ils font un peu de recherche, ils ont le nez pour le business si tu veux et ils embauchent les gens qui sont des meilleurs experts qu'eux. Donc, est-ce que l'expertise est importante? Je ne sais pas. Je ne sais pas et je crois que c'est une question qui n'a pas une réponse traditionnelle. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine, on va explorer les définitions de l'entrepreneuriat et opportunités et je vais faire les commentaires là-dessus. À la suite. Et aussi, si cette vidéo vous a plu, donne-moi un thumbs up et aussi n'oubliez pas à s'abonner. Et je donne en avance mes excuses pour ma compétence dans la langue française. C'est pas ma première, mais j'espère que quand même ces vidéos en anglais, ces vidéos en français vous a plu. Merci.